Chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition que je vous invite à suivre jusqu'à son terme. À la une de l'actualité, le nouvel an des Malagasy, communément appelé Luatown ou Asarabe ou Vulambit, commence le 5 septembre. En cette nouvelle année qui commence, les Malagasy demandent la bénédiction pour leur culture et les nouvelles semences. La célébration se tiendra à Antananarivo et tous les Apanzak et Tangalamènes des 22 ethnies seront présents. Détails sur les images de Yves Janel. Pour les Malagasy, le changement de saison signifie changement d'année. Les Malagasy ont donc deux nouvel an, le nouvel an de mars-avril qui est le Fidiuvan et le nouvel an commun des Malagasy qui est le Luatown ou Asarabe ou Vulambit célébré en septembre. Ce nouvel an commun était célébré depuis 2017 par les 22 ethnies à travers des activités culturelles telles que les circoncisions, les retournements de mort, les Vulambetouak, etc., explique la princesse Ratimama Garaland Sanfensu. Des plaques commémoratifs ont d'ailleurs été érigés à Tana et dans les 6 provinces pour marquer cette célébration. Cette année, le 5 septembre marque le début du Luatown. La célébration durera 5 jours sur le parvis de l'hôtel de Villanalakel et au Rouvan Madagascar. Tous les Indjin, Apanzak et Tangalamènes des 22 ethnies seront présents. Il y aura durant les festivités la présentation des tenues traditionnelles, des coiffures traditionnelles, la culture de chaque ethnie. La communauté royale créée par le président de la République Andradzuelen en octobre 2023 est l'initiatrice de l'événement. En économie, le secteur de l'extraction de l'or, le secteur minier, la mise en place d'un gouvernement de proximité et la gestion centralisée des ressources minières, la poursuite de la lutte contre l'exploitation illégale et la professionnalisation des petits mineurs, tels sont les 5 points principaux pour le secteur minier, compris dans la PGE présentée par le Premier ministre Sacristan hier devant les députés. Les détails. Le ministère des Mines joue un rôle important dans la promotion de l'industrie, le deuxième pilier de développement du président Andradzuelen. Beaucoup de changements ont été effectués en plus de 2 ans dans ce secteur et cela se poursuit, notamment la réouverture des exportations d'or. Des efforts sont déployés dans ce secteur de l'or. Une centrale de l'or et une raffinerie d'or seront mis en place. La promotion de l'or industriel et la valorisation de l'or artisanal sont également prévues d'ici 2025, selon le Premier ministre Sacristan. Concernant les ressources minières, les demandes de permis auprès du BCMM s'ouvriront en juillet 2025, après leur suspension depuis plusieurs années. Par ailleurs, 20 sociétés d'exploitation seront ouvertes d'ici 5 ans. Les chartes du Bureau de la géologie et gémologie et laboratoire des mines et du Comité national des mines seront définies cette année. La construction des bureaux d'administration miniers se poursuivra également pour les 5 prochaines années, ainsi que la mise en place de 1000 zones d'encadrement d'ici 5 ans. En outre, une task force a été créée pour lutter contre l'exploitation illégale et la contrebande des ressources minières. Le ministère collabore de près avec l'Agence nationale antifraude pour la mettre en œuvre. Dans un tout autre sujet, plusieurs réalisations dans la commune rurale d'Alakamissi Anjan Madiou, district d'Anzuzurbe, ont été inaugurées hier par le général Richard Avaloumanen, président du Sénat. Il s'agit du nouveau marché baptisé Tsenamiaren, du bureau de la commune d'Alakamissi Anjan Madiou et du CSB2 qui a été réhabilité. Plusieurs réalisations ont été inaugurées hier dans la commune rurale d'Alakamissi Anjan Madiou, district d'Anzuzurbe, dont le nouveau marché dénommé Tsenamiaren, le bureau rénové de la commune, ainsi que le centre de santé de base niveau 2, qui vient d'être reconstruit. En tant que représentant des collectivités territoriales décentralisées, le président du Sénat a souligné l'importance de la responsabilité collective et de la solidarité de tous les citoyens au quotidien qui contribuent au développement local et à la sécurité pérenne. Quant aux infrastructures qui constituent des biens communs précieux pour la population locale, il appartient également à tout un chacun de les préserver et de les entretenir.
Le général Richard Avalmanan a également félicité les efforts déployés par le maire d'Alakami Sanjan Madiou et les employés de cette commune pour leur abnégation. Lors de cette cérémonie, le président du Sénat a offert 10 sacs de ciment à titre de contribution pour la rénovation du barrage hydro-agricole de la commune rurale d'Alakami Sanjan Madiou. Et puis la construction d'un village artisanal situé à l'aéroport d'Ivat débutera bientôt. Les artisans y seront regroupés. La présidence de la République et le ministère de tutelle collaboreront pour sa réalisation. Fin de scène, Mireille. Madagascar compte 2 millions d'artisans qui sont répartis dans 14 filières. Ils font entrer plus de 20 millions d'euros en devises grâce à l'exportation de leurs produits. Ils seront désormais regroupés dans un endroit qui leur est dédié, à savoir le village artisanal ou la cité des métiers au sein de l'aéroport d'Ivat. Outre le village artisanal, il y a également le projet rue piétonne qui changera complètement le paysage d'Ivat, qui est le portail de Madagascar. Et éducation à présent, dans ce reportage, Felana Rakutoarsoul et Oubra Samman vous informeront sur les dates d'examen pour l'année scolaire 2024-2025. Les périodes d'examen ont été modifiées pour l'intérêt de tous, selon le chef Cisco de Tanaville. La circonscription d'Antananarivo est en pleine préparation de l'année scolaire 2024-2025. La rentrée est prévue le 4 septembre prochain. Les dates des examens officiels sont également connues. Ainsi, le CEPE se tiendra le 17 juin 2025. Les inscriptions débuteront le 6 janvier et se termineront le 28 février. Le BEPC se tiendra du 30 juin au 3 juillet 2025 et les inscriptions auront lieu du 13 janvier 2025 au 7 mars 2025. Quant aux inscriptions pour l'obtention du certificat d'aptitude pédagogique, elles auront lieu le 12 mai au 11 juillet 2025. Et toujours dans ce contexte, la rentrée officielle pour l'année scolaire 2024-2025 aura lieu le 9 septembre, si la rentrée administrative sera le 26 août et la rentrée des enseignants le 2 septembre. Toutes les stratégies sont mises en place pour cette rentrée, selon toujours le chef Cisco d'Antananarivo, Felana Rakutoarsoul ou Prasamanan. Pour préparer l'année scolaire 2024-2025, les responsables des écoles publiques, l'association des parents d'élèves de la circonscription d'Antananarivo peaufinent les derniers détails. Et afin d'aider ces parents et alléger leurs frais, une foire aux fournitures scolaires se tiendra au Knapmad à Kourjan à partir du 16 août jusqu'au 31 août en collaboration avec le ministère de l'Éducation nationale. Et puis la célébration du 150e anniversaire de l'école du dimanche FGKM s'est terminée hier. Selon le pasteur Iraku Anjamasu Ami, cette célébration est importante pour l'église FGKM. Le ministre Edgar Azafnjava a représenté le gouvernement lors de cette célébration. Judikel Engineering. Plus de 5000 chrétiens sont venus hier à l'école Vinatambu Malaz pour clôturer la célébration du 150e anniversaire de l'école du dimanche FGKM. Cette dernière, qui est importante pour l'éveil spirituel, a confirmé le président du FGKM, le pasteur Iraku Anjamasu Ami. Les parents, l'administration et le gouvernement, représentés par le ministre Edgar Azafnjava, ont contribué à cette grande rencontre. Dans le cadre de cette célébration du 150e anniversaire, un centre sera érigé à Ivat pour lequel la participation des bienfaiteurs est la bienvenue. Dans les actualités internationales, les enquêteurs vont tenter de comprendre les raisons du crash spectaculaire d'un avion qui a provoqué la veille la mort de ses 61 occupants près de Sao Paulo, dans le sud-ouest du Brésil. France 24. Ce passant capte l'instant où le pilote perd le contrôle de l'avion, qui va pendant plusieurs secondes poursuivre sa chute vertigineuse jusqu'au crash. L'appareil est pulvérisé et provoque un énorme incendie dans un quartier résidentiel de Vinedo. Ces images aériennes dévoilent ce qu'il reste de l'avion de la compagnie Voepas, un amas de débris éparpillés dans la zone du crash.
Très rapidement, les secours arrivent sur place et constatent l'ampleur du désastre. Aucun passager n'a survécu. À Vinedo, les habitants accusent le coup. Certains acceptent de témoigner. J'ai pensé qu'il était tombé en panne d'essence ou qu'il avait eu un autre problème. Alors j'ai couru hors de la maison et je l'ai vu tomber sur le toit de la maison d'un couple. J'ai pensé qu'il allait tomber dans notre cour. C'était effrayant. Mais Dieu merci, il n'y a eu aucune victime parmi les habitants. Il semblerait que les personnes à l'intérieur de l'avion soient les seules victimes. Le vol à bord de l'avion ATR 72 devait relier l'État du Paraná à l'aéroport de Sao Paulo, à 80 km environ du lieu du crash. Les équipes de pompiers ont retrouvé les boîtes noires de l'appareil, mais aucune information sur les circonstances de l'accident n'a encore été communiquée. En marge d'un déplacement, le président brésilien a réagi et présenté ses condoléances aux proches des victimes. Je voudrais que tout le monde se lève pour que nous puissions observer une minute de silence, car un avion vient de s'écraser dans la ville de Vinedo, près de Sao Paulo. Je voudrais donc demander une minute de silence pour les victimes. Une enquête est en cours. Si la compagnie assure que ce modèle est réputé fiable, ces petits avions sont régulièrement pointés du doigt pour leurs failles sécuritaires. Et environ 100 Palestiniens ont été tués et des dizaines d'autres blessés dans une frappe israélienne menée contre une école dans la bande de Gaza, accueillant des déplacés, rapporte l'agence de presse officielle palestinienne. France 24. En quelques instants, cette école est devenue méconnaissable. Les murs ont été soufflés, les meubles sont complètement détruits. Très tôt le matin, des missiles se sont abattus sur ce bâtiment situé dans le secteur de Gazaville. Ces Gazaouis sont désespérés. Sur le sol, les traces de sang sont nombreuses. Pour cause, il s'agit de l'une des frappes les plus meurtrières en 10 mois de conflit. Les sauveteurs aussi sont sous le choc. Lorsque nous sommes arrivés ici, nous avons été surpris par l'ampleur de ce massacre et de ce génocide. Nous avons vu des corps empilés les uns sur les autres, des restes humains déchiquetés en morceaux. Selon les Nations Unies, plus de 4 écoles sur 5 ont été partiellement ou totalement détruites depuis le 10 octobre. Comme c'est souvent le cas, cette école accueillait un grand nombre de personnes déplacées qui n'ont malheureusement pas d'abri. Alors qu'elles priaient en groupe ici, l'occupation israélienne les a visées directement. Cette école héberge près de 4000 personnes. Que peuvent faire ces pauvres? Où iront-ils? C'était leur abri. Où peuvent-ils aller maintenant? De son côté, l'armée israélienne reconnaît être à l'origine de la frappe. Elle affirme avoir touché un centre de commandement du Hamas à l'intérieur de l'école. De son côté, le mouvement islamiste réagit et dénonce un crime horrible qui représente une escalade dangereuse. Pour terminer, après les casseurs, la justice britannique a commencé à condamner sévèrement ceux qui sont accusés d'avoir attisé en ligne les émeutes d'extrême droite de ces derniers jours au Royaume-Uni, où les autorités restent en état d'alerte ce week-end. France 24. Le calme, après, il faut le dire quand même, des manifestations spectaculaires, surtout des manifestations et des heurts, des affrontements entre des manifestants qui sont clairement contre le niveau et le taux d'immigration, notamment par exemple des réfugiés illégaux qui arrivent par petits bateaux depuis les côtes françaises, par leurs milliers et depuis plusieurs années. Mais oui, une relative accalmie et justement ces derniers jours marqués par, au contraire, non pas des manifestations et des heurts avec la police, mais en fait des manifestants qui viennent pour dire nous accueillons, nous voulons accueillir les réfugiés et nous sommes contre le racisme. Il faut quand même dire que le taux d'arrestation est très élevé. Nous en sommes maintenant à, le dernier bilan, c'est 700 personnes qui ont été arrêtées.
200 inculpés et c'est vraiment très marqué comme présence dans les rues et de la police et aussi donc de ces contre-manifestations dans pas mal de villes à travers l'Angleterre. Rappelons que ces heurts ont eu lieu à la suite d'une attaque au couteau qui ont tué 3 fillettes âgées entre 6 et 9 ans il y a plus de 10 jours maintenant. Et je viens d'apprendre que la sœur d'une de ces petites filles avait en fait vu l'attaque au couteau et avait réussi à s'enfuir. On ne peut qu'imaginer le traumatisme de cette petite fille. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Mesdames et messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Restez avec nous tout de suite après la demi-finale de la 8e édition de la Voix d'Or. Passez une excellente soirée sur Viva. Au revoir.